maîtres ne l'avaient-ils pas deviné quand ils transformaient l'eau ordinaire en eau curative en utilisant des récipients en argent? À ce jour, l'eau structurée ou dynamique est le meilleur antibiotique qui soit, à tel point que l'armée américaine a utilisé cette eau en Irak et en Afghanistan. Il suffit d'une molécule sur 100 millions de molécules d'eau potable pour détruire tous les germes présents dans une plaie. Le président des États-Unis utilise de l'eau structurée pour se désinfecter les mains. Alors, je me suis interrogé, comment est-ce possible? En enregistrant des informations, l'eau acquiert de nouvelles caractéristiques. Pourtant, sa composition chimique reste intacte. Dans un premier temps, on s'est penché sur la composition chimique de l'eau. Mais à la surprise générale, cela n'a abouti à rien. Car la composition chimique importe bien moins que sa structure. Quand on parle de la structure de l'eau, on parle de l'organisation de ses molécules, de la façon dont les molécules de l'eau s'agroupent entre elles. Ces agrégats d'atomes sont appelés clusters, et les scientifiques ont supposé que les clusters agissent en quelque sorte comme les cellules de la mémoire, où l'on enregistre ce qui l'entoure, telle une bande magnétique. Chie dans la Seine le 23 juin. Le hashtag prend des proportions abyssales. Le gouvernement est en alerte caca. Oui, les gens veulent chier dans la Seine quand Macron et Anne Hidalgo vont se baigner le 23 juin. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors Anne Hidalgo, elle a pété un plomb. Hein. Elle a dit, vous voulez gâcher les Jeux Olympiques? Ouais, elle est en train de péter un plomb. Il y a Brigitte qui a dit, t'inquiète pas. On va envoyer des policiers indiens avec des bâtons, on va frapper cette saloperie de population. Non mais ils sont en train de littéralement péter un plomb. Le hashtag prend tellement de proportions sur Twitter, sur X, que les gens sont... ils sont à bout, ils sont à bout. Le préfet est en alerte, tout le monde est en alerte. Ils ont dit, on empêchera la population de faire caca dans la Seine. Il ne faut pas gâcher les Jeux Olympiques. Voilà, hein, c'est du batching olympique, elle a dit Anne Hidalgo. Voilà, à un moment, tu peux pas chier dans la Seine comme ça gratuitement. Mais non, il faut respecter, elle a dit, il faut respecter. Et c'est une chose à laquelle il faut que vous fassiez un petit peu attention dans la vie. Moi, j'ai eu des amis qui ont été très fragilisés par ça. Il y a une étrange déprime qui peut les prendre comme ça. Petite saloperie, vous voyez? Et un beau matin, ils se réveillent, et ils ont le petit doigt dans le creux de la main, et ils ne peuvent pas le lever. Hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont là, ils se réveillent le matin, le petit doigt est dans le creux de la main. S'ils sont tout seuls, perdus très loin avec leur déprime, et qu'ils n'aient pas envie de s'en rendre compte, ça peut exister, rien ne dit qu'un mois ou deux plus tard, paf, l'annulaire se bloque dans le creux de la main. Là, ils ne vont pas rester comme ça aujourd'hui. Mais autrefois, on laissait dans les campagnes les gens comme ça, et on se disait, il a la maladie. Et il y a un homme qui s'appelle Dupuytren, qui l'a un peu comprise, Duchesne aussi d'ailleurs. Alors voilà ce qui se passe. Ce petit palmaire que vous avez, pour certains d'entre vous, rentre en boutonnière dans le ligament annulaire du carpe, et vous voyez, si vous regardez vos doigts, vous vous rendez compte qu'à la racine de chaque doigt, le voyez-vous sur vous? Regardez sur vous. Je vous en prie, il n'y a que sur vous que vous apprendrez à dessiner les mains. À la racine de chaque doigt, vous voyez qu'il y a une languette dans le gras. Que faut-il faire dans ce cas-là? Que font-ils? Eh bien, ils décrochent, n'est-ce pas, l'aponévrose de la main, et ils libèrent les doigts. D'accord? Et ils essaient de libérer l'âme, parce que c'est tout de même très extraordinaire que ce soit une maladie du psychisme qui se traduise dans une flexion des doigts. Vous voyez? Le Dupuytren. Et qui soit étrangement beaucoup plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Étrange, non? Pourquoi le Maroc collabore-t-il avec Israël? Et Ahmed Ben Sada nous a expliqué qu'en 1965, Israël a aidé le régime marocain à se débarrasser, à assassiner son opposant Ben Barka, et ensuite que le roi Hassan II a rendu le cadeau, si l'on peut dire, en collaborant avec Israël pour l'aider à vaincre l'Égypte et les pays arabes en 67. Il y avait eu un sommet de la Ligue arabe à Casablanca
et tout a été espionné, enregistré par les espions israéliens, organisés par Hassan II et les services marocains, et que donc la trahison de l'Égypte, dirigée par Nasser à l'époque, anticoloniale, et de la Palestine, est vraiment un crime fondateur du régime marocain, et qu'il y a beaucoup de choses à faire oublier sur ce régime. Je montre une petite photo de Hassan II à gauche, en débat très amical avec Shimon Peres, un des dirigeants de l'État sioniste. Il y avait eu aussi Rabin. Et donc, est-ce que cette complicité Maroc-Israël contre la Palestine explique? C'est-à-dire qu'en fait, le Maroc, comme pas mal de pays de la Ligue arabe, vont se laisser approcher par Israël et vont pactiser finalement avec Israël sur le dos des Palestiniens. Il faut dire que cela aussi, ça a gêné très fort le processus onusien. Le processus onusien est handicapé en permanence par le fait que Américains, Israéliens et Français se donnent la main pour pourrir le dossier à tout moment, estimant qu'il faut protéger le roi. Et donc, il y a une espèce de pyramide. Alors, il y a le roi au-dessus, et le roi contrôle le peuple et le roi doivent donc être pour le Sahara marocain. Ils ne peuvent pas parler du Sahara occidental, alors qu'il s'agit bien du Sahara occidental. Le roi, encore aujourd'hui, le roi parle de la province saharienne, sa province. Mais quand il est aux Nations Unies, non, il tient un autre discours, il dit, mais non, écoutez, nous pourrions essayer d'avoir un système d'autonomie large pour les Sahraouis. Et il a fait une proposition, avec l'appui du gouvernement de M. Chirac à l'époque, il a fait une proposition de large autonomie pour le Sahara occidental. Proposition qui revient sans arrêt dans les textes parce que les Marocains le défendent au sein des Nations Unies. Et donc, ici, le Maroc qui se comporte comme un pouvoir colonial, il fait de nouveau la même erreur qu'ont fait les puissances coloniales en faisant une proposition d'autonomie, là où le peuple, lui, réclame l'autodétermination. Mais le peuple aujourd'hui, le peuple du Sahara occidental, qui ne sont pas les colons, le peuple du Sahara occidental et pas la population du Sahara, ce peuple revendique son droit à l'autodétermination, comme les Palestiniens revendiquent leur droit à l'autodétermination. Eh bien, Trump a négocié avec le Maroc que le Maroc reconnaisse et ait des relations plus poussées avec Israël, à condition, et dans ces conditions-là, lui, M. Trump, il a dit, et vous avez droit alors au Sahara occidental. On se demande de quel droit, sous quel ce seigneur du monde aujourd'hui a décrété que le Sahara était marocain. Et donc, il faut savoir qu'en 1990, en 1990, les Sahraouis, dans leur guerre de libération nationale, mettent le Maroc vraiment en difficulté. Ils arrivent à mettre le Maroc vraiment au pied du mur, je vais dire, et le Maroc va accepter de négocier avec les Sahraouis. Il va y avoir un début de négociation qui aboutit à un accord qui prévoit ce processus d'autodétermination. Et un processus se met en place, c'est la mission des Nations Unies pour le Sahara occidental, pour le référendum au Sahara occidental. Cette mission essaye de faire son travail, mais dès qu'elle arrive avec son matériel, ce matériel est bloqué dans les ports. Et le Maroc va tout faire pour que ça n'ait jamais lieu. Et pendant ce temps-là, l'ONU fait malgré tout, petit à petit, ça va mettre 10 ans plutôt que 2 ans, mais ils font l'inventaire. Ils le font avec la présence d'observateurs aussi bien algériens que marocains, que mauritaniens. Il y a 3 pays qui sont là comme observateurs et l'ONU est là en permanence. Et vous avez des gens de l'ONU tout à fait compétents en matière de référendum qui sont sur place. Ils font l'inventaire de qui est votant. Et ils arrivent à établir une liste. Cette liste est transmise à tous les partenaires. Quand le Maroc voit avec cette liste-là, il est perdant au référendum, il va tout faire pour bloquer toute possibilité de référendum. Et pendant ce temps-là, l'Union africaine continue à soutenir le droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Ils sont sous la pression de la France. La France considère encore, et je suis désolé de le dire pour mes amis marocains, considère encore aujourd'hui le Maroc comme son protectorat. Et je dis, c'est là qu'il y a une espèce de marchandage permanent qui pèse sur les peuples, que ce soit le peuple sahraoui qui est écrasé par la puissance marocaine avec l'appui occidental, que ce soit
nos amis palestiniens par les Israéliens, mais que ce soit aussi les peuples de ces régions. Le peuple marocain aujourd'hui ne gagne rien dans cette guerre. Donc il y a une évolution intéressante de ce. Et je pense que mes amis marocains devraient commencer à avoir un processus de revoir un petit peu qui est ce roi, quels sont ses intérêts, parce qu'il se fait qu'aujourd'hui, dans les pêches, dans les accords agricoles avec l'Europe, principalement, qui est le principal bénéficiaire de cette exploitation territoriale du Sahara et des ressources du Sahara, eh bien, c'est le roi du Maroc et quelques grandes fortunes marocaines qui partagent cette exploitation avec l'Espagne pour la pêche, avec la France quand il s'agit du phosphate, et avec d'autres pays d'ailleurs qui aussi exploitent le phosphate du Sahara occidental. Et le Maroc aujourd'hui puise dans les réserves de phosphate du Sahara occidental plutôt que dans les siennes, parce qu'il en a beaucoup aussi. Comme ça, il se dit, si jamais je me retire, j'aurais toujours pris tout ça. Donc, il y a une centralité palestinienne, c'est clair. Il y en a une, et je le dis toujours, le jour où on résout la question palestinienne, on va résoudre pas mal de problèmes de notre vivre ensemble euro-méditerranéen.